Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver. Voici les titres de ce lundi. La droite et la gauche de la gauche contestent la présidence de combat inaugurée par François Hollande avec un tour de vis fiscal sans précédent. Le marché du travail devra gagner en souplesse pour inverser la courbe du chômage. J-1 avant la rentrée parlementaire au Sénat, là également, accélération, avec l'examen des lois sur les emplois d'avenir et le logement social. Invité du 19 h, Thierry Repentin, ministre de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Bernard Arnault porte plainte contre Libération après sa une ce matin. Casse-toi, riche-con, jugée extrêmement vulgaire et violente par le groupe de luxe LVMH. Et puis notez nos autres invités ce soir, Sophie Péder de The Economist qui dénonce le déni français dans cet ouvrage et Félix Marcard qui a signé l'appel provocateur « Jeunes de France, barrez-vous ». François Hollande s'est donc posé en patron hier soir, fixant le cap, l'agenda du redressement, exposé devant près de 10 millions de téléspectateurs de TF1, vise à restaurer les comptes publics et à stopper l'envolée du chômage. On l'écoute. Je suis en situation de combat. J'ai pour mission de redresser notre pays. Et je vais fixer un agenda du redressement. 2 ans. 2 ans pour à la fois mettre en œuvre une politique pour l'emploi, pour la compétitivité et pour le redressement des comptes publics. J'entends bien les impatiences. Je ne vais pas faire en 4 mois ce que mes prédécesseurs n'ont pas fait en 5 ans ou en 10 ans. Je pense que nous devons inverser la courbe du chômage à échéance de d'ici 1 an, de façon à ce que nous ayons véritablement des progrès dans le cadre de cet agenda 2014 que je propose aux Français. Vous voyez bien que c'est un effort considérable, 30 milliards, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de la Ve République. Et j'ai cette responsabilité. Et je ne le fais pas simplement parce qu'il faudrait le faire, je le fais par conviction. Parce que je ne veux pas laisser à mes successeurs, et je ne veux pas laisser non plus à mes enfants, la charge de la dette de la France. Et l'UMP a oublié sa compétition interne pour riposter tout au long de la journée. Le Parti socialiste défend les efforts nécessaires. La gauche de la gauche s'alarme d'une rigueur conduisant à l'enlisement, selon Jean-Luc Mélenchon. Quelques réactions recueillies au Sénat par Jérôme Rabier. Nous avons vu hier un président qui, face à la crise sans précédent que connaît le monde et la France, prend et assume ses responsabilités. Moi, je n'ai rien entendu qui permette de dire que d'ici 2 ans, on aura effectivement une relance économique réelle. Et c'est quand même un sacré problème. De toujours plus d'impôts dans un pays qui est déjà parmi les records européens et d'impôts et de dépenses publiques et dont on ne voit que ça n'a pas apporté plus de croissance, il faut vraiment changer de logiciel. 25 minutes de télé pour ça. J'aurais juste envoyé un communiqué, moi, qui aurait tenu en 2-3 mots. Plus d'impôts. Voilà. Et puis je ne serais pas allé à la télé, hein, parce que, sincèrement, on ne peut pas dire que ni au niveau oratoire, ni au niveau de la vision de la France, ni au niveau des perspectives, ça n'a été très clair. 10 milliards d'euros supplémentaires seront donc prélevés sur les ménages. La nouvelle tranche à 45% pour les revenus supérieurs à 150 000 euros par part et celle à 75% sur les très hauts revenus, qui ne souffrira aucune exception, ne suffiront pas. 16 millions de contribuables devraient être concernés donc par le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Explication très attendue de Sandra Cerquera. Déjà mis lourdement à contribution cette année, les Français vont se serrer un peu plus la ceinture en 2013. 10 milliards de hausses d'impôts sont prévus et ce ne sont pas seulement les plus riches qui seront touchés. Avec le gel du barème de l'impôt sur le revenu, déjà utilisé sous François Fillon, ex-premier ministre UMP, 200 000 foyers jusque-là non imposables ont dû payer des impôts en 2012. Derrière ce maintien du gel du barème souhaité par François Hollande se cacherait donc une hausse des impôts. Ne pas indexer les barèmes, au moins les indexer sur l'inflation, c'est le moyen le moins juste d'augmenter les impôts. Donc ça touche normalement beaucoup les classes moyennes, celles qui ne payent pas d'impôts ou celles qui en payent peu. En 2013, des gens qui ne payaient pas d'impôts avant vont se mettre à en payer, par exemple un célibataire qui touchait un revenu équivalent au SMIC. Des personnes qui payaient 1 000 euros d'impôts vont payer un peu plus d'impôts, parce qu'une plus grande partie de leur revenu sera soumise aux tranches à la 3e tranche, à la 4e tranche de l'impôt sur le revenu.
et ainsi de suite. Ce qui permettrait à l'État de récolter quelques milliards de plus. Le candidat Hollande avait pourtant dénoncé en avril dernier une telle mesure, estimant qu'elle était injuste. Pour ne pas pénaliser les revenus les plus modestes, le chef de l'État a promis que pour les 2 premières tranches, il y aurait un système de décote. Dès la 3e tranche, les particuliers déclarant 26 420 € ou plus verront leur impôt sur le revenu augmenter, soit 16 millions de foyers concernés. Et 10 milliards d'euros d'impôts visent également les entreprises. Le dernier tiers de l'effort concerne l'État, avec donc des économies budgétaires insuffisantes. Et estime-t-on à droite, Force ouvrière de son côté redoute une nouvelle saignée de fonctionnaires. Exemple de la rigueur appliquée au ministère de la Culture, alors qu'Aurélie Filippetti vient justement d'annuler plusieurs grands projets. Nathalie Guillouard. Le budget 2013 du ministère de la Culture risque d'être mis sous le signe de la rigueur cette année. On parle aujourd'hui d'une réduction du budget de l'ordre de 3%. Si cette diminution était avérée, cette baisse serait historique. Mais la ministre Aurélie Filippetti annonce ne pas avoir l'impression d'être maltraitée. Elle établit de nouvelles priorités et s'engage dans des économies de plus d'1 milliard d'euros. Certains projets sont purement abandonnés. La maison de l'histoire de Franchères à Nicolas Sarkozy ne verra pas le jour, tout comme le musée de la photo à l'hôtel de Nevers à Paris. Le centre d'art Lascaux 4 est stoppé également, même cas de figure pour la salle supplémentaire de la Comédie Française à Bastille. L'exception culturelle française risque d'être malmenée en cette année de crise inouïe, selon les mots de la ministre. Les rescapés de cette coupe budgétaire sont les projets arrivés à maturation, comme celui de la Philharmonie, du Musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée de Marseille, des Archives nationales à Pierrefitte ou du Musée Picasso. J'accélère, a lancé François Hollande hier soir. La consigne avait été passée au Parlement qui rentre donc demain, 15 jours plus tôt que prévu. Au Sénat, 2 textes importants sont au programme de ces prochains jours. Jérôme Rabier. Les sénateurs font leur rentrée et s'attelleront immédiatement à 2 textes jugés prioritaires par le gouvernement. À partir de demain, ils étudieront un projet de loi sur le logement. Les communes devront désormais construire 25% de logements sociaux et les pénalités seront multipliées par 5 en cas de non-respect. La cession de terrain appartenant à l'État pour y construire des logements sociaux sera aussi étudiée pour ouvrir le calendrier de cette session extraordinaire. Après une parenthèse d'1 semaine consacrée aux journées parlementaires, ils examineront le texte phare du gouvernement sur les emplois d'avenir. La Haute Assemblée devra ensuite se pencher sur l'adaptation de directives européennes dans le droit français. Et enfin, cette session extraordinaire s'achèvera sur l'examen d'un projet de loi sur l'outre-mer, traitant notamment de la question de la vie chère dans ces territoires ultramarins. Et avec nous Delphine Girard, bonsoir. Bonsoir Michel. Vous suivez de très près l'actualité sénatoriale. Donc on l'a vu, le logement social, les emplois d'avenir. L'exécutif apparemment n'a pas à craindre de réticence dans sa majorité, mais ça pourrait ne pas durer. Oui, Michel, des turbulences, il y en aura, car les sujets sensibles, ceux qui divisent la majorité jusque dans ses rangs, ont été reportés au mois d'octobre. À commencer par la ratification du traité européen, ce ne sera pas une mince affaire au Sénat. Les 12 sénateurs écologistes menacent en effet de voter contre. La parole est libre, a lancé Jean-Vincent Placé, le chef de file des écologistes au Sénat. Il ne s'empêche pas d'ailleurs de rajouter que c'est un débat qui divise même jusque dans les rangs du PS. On sait ici que l'aile gauche du PS est contre par la voix de Marie-Noëlle Lienemann ou encore dans un autre registre, Jean-Pierre Chevènement. Et puis il y aura également comme texte important le budget discuté comme chaque année à l'automne. Là, le gouvernement aura à convaincre les 21 sénateurs communistes d'une nécessaire rigueur de gauche. Vous savez, Pierre Laurent, le numéro 1 du Parti communiste français, va faire son entrée au Sénat et il n'aura certainement de cesse de rappeler que pour sortir de l'austérité, pour sortir de la crise, il faut sortir de l'austérité. Enfin, que dire du projet de loi sur le non-cumul des mandats? Là aussi, ce sera difficile pour le gouvernement. Il devrait être examiné fin décembre, début janvier 2013. Là, la fronde est menée par le président du groupe socialiste au Sénat en personne, le sénateur maire de Dijon, François Rebsamen. Il est suivi par d'influents sénateurs, Gérard Collomb ou encore François Patria. Finalement, Michel, on arrive à cette situation paradoxale pour le gouvernement où finalement, pour faire passer des textes importants, l'exécutif, au lieu de s'appuyer sur ses alliés naturels, va devoir compter sur les voix du centre et de l'UMP. Pour les prochaines semaines, donc à suivre attentivement. Merci Delphine. Bernard Arnault décide de porter plainte contre Libération après la une de ce matin. Casse-toi, riche-con, titré Libé. Après la demande de naturalisation belge du patron de LVMH, un communiqué du groupe de luxe fustige la vulgarité extrême et la violence
violence de ce titre ce matin. Jean-Marc Ayrault annonce un plan d'action contre l'antisémitisme et le racisme. Le Premier ministre a inauguré aujourd'hui le mémorial du camp d'Émile à Aix-en-Provence, le seul grand camp de déportation français encore intact. Le Premier ministre était par ailleurs, vous le savez, en immersion à Marseille. Il a rencontré aujourd'hui le sénateur maire de la ville, Monsieur Gaudin. Invité du 19h, Thierry Repentin, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous étiez sénateur il n'y a pas si longtemps. Vous êtes devenu ministre chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Est-ce que vous allez reconnaître François Hollande au Conseil des ministres? On l'a découvert martial hier. On l'a trouvé comme chef d'une équipe, traçant le cap. Seuls ont été surpris ceux qui ne le voient pas chaque semaine au Conseil des ministres. Ah bon? Donc c'est le même François Hollande que je rencontrerai mercredi. N'ayez aucune inquiétude. Bon, on peut être surpris quand même par la teneur de ses propos, puisqu'il nous a dit que le changement, ça n'était pas pour maintenant, mais pour dans 2 ans. Il n'a pas dit cela. Il a très clairement dit quelles étaient les difficultés qui étaient devant nous et les solutions qu'il proposait avec son gouvernement, celui de Jean-Marc Ayrault. Il a simplement indiqué qu'on ne changeait pas d'un claquement de doigts une situation que l'on trouvait, une crise internationale qui s'est durcie au cours des derniers mois. Et je crois que nos concitoyens ne sont pas dupes. Et il faut prendre un peu de recul de temps en temps. Moi qui suis un élu de province, je trouve que quelquefois, y compris dans l'expression de la population, il y a moins d'inquiétude, il y a moins d'impatience qu'on ne l'exprime quelquefois à Paris. Mais là, il y a les sondages quand même qui attestent d'une insatisfaction. Est-ce que les Français... On peut se demander d'ailleurs si les sondages eux-mêmes ne sont pas l'expression d'un certain nombre de titres de presse au niveau national, car on oublie trop vite, y compris nationalement, les avancées qui ont été faites cet été en termes d'amélioration du pouvoir d'achat, par exemple, et les textes qui arrivent, qui visent à lutter contre ce mal endémique de la société française que le chômage. Oui. Alors néanmoins, est-ce que les Français vont reconnaître le candidat qui dénonçait il y a quelques mois encore le plan de rigueur caché de Nicolas Sarkozy et qui donc, d'un coup d'un seul, décide d'un tour de vis fiscal historique, il l'a dit, 10 milliards de prélèvements supplémentaires sur les ménages. Il a dit que ce qui était historique, c'est la situation dans laquelle la France se trouvait. On ne le découvre pas, même si nous avons, hélas, trouvé quelques dossiers cachés, notamment sur des plans sociaux, qui ont aussi alimenté l'idée que la France souffrirait plus aujourd'hui qu'elle ne souffrait il y a 5 mois, mais ça ne trompe personne. Aujourd'hui, hélas, les plans sociaux sont issus de décisions ou de non-décisions qui ont été prises au cours des dernières années. Donc la situation est effectivement difficile, il l'a indiqué, 30 milliards d'économies qui ne seront pas exclusivement, comme je l'entends, de la pression fiscale, mais aussi des dépenses qui ne seront pas effectuées avec une gestion rigoureuse. Je n'ai pas entendu le mot d'austérité. On peut être rigoureux dans la gestion, je crois que c'est important, et trouver des marges là où on peut relancer l'économie. Alors il fait le pari d'une inversion de la courbe du chômage d'ici 1 an. Et les économistes disent que ça n'est pas crédible, car pour que l'économie fabrique à nouveau des emplois, il faut une croissance supérieure à 1%. On n'y est pas, on en est loin. On est malheureusement loin de la croissance à 1,2%, sans doute aux alentours des 0,8%, mais au-delà de la relance, dont je dis par ailleurs qu'elle a été acceptée au niveau européen alors qu'on la récusait il y a quelques mois avant l'arrivée de François Hollande à la présidence de la République. Enfin, au niveau européen, effectivement, il y a un engagement pour tirer l'économie sur des actions de relance. Il ne faut pas sous-estimer les projets de loi qui arrivent. Vous en avez cité vous-même 2. Cécile Duflot et Michel Sapin ont la chance extraordinaire, puisque ce sont 2 engagements du président de la République, de présenter au Sénat un plan de relance de la construction du logement, c'est créateur d'emplois, et Michel Sapin, pour ce qui le concerne à l'Assemblée nationale, dès cette semaine, les emplois d'avenir, 150 000 emplois sur 2 ans, vis-à-vis d'une jeunesse, hélas, la plus exclue du travail, puisque ce sont les jeunes sans formation professionnelle. On touche à votre domaine de compétences, Monsieur Repentin, puisque est-ce que ces emplois d'avenir vont s'accompagner d'un volet de formation professionnelle? Par exemple, Jean-Louis Borloo dit « Je suis prêt à voter le dispositif s'il y a un dispositif de formation pour ces jeunes peu ou pas qualifiés ». Je pense que Jean-Louis Borloo sera un homme de parole dans ce qu'il a dit, et donc il sera amené à voter ce texte, car je l'invite, et je lui passerai éventuellement mon intervention le 10 juillet dernier à l'issue de la grande conférence sociale. J'avais indiqué que parmi les priorités du gouvernement, il y avait la formation professionnelle à l'égard des jeunes, et que dans le texte emploi d'avenir, le projet n'était pas prêt, il y aurait un volet incontournable. Donc c'est la première fois dans notre pays qu'un contrat de travail, au moment de la signature
du bénéficiaire, imposera, détaillera précisément les actions de formation durant la totalité de la durée du contrat de travail. C'est la première fois. Et donc, l'argument de dire y a-t-il ou non un volet formation professionnelle, il va de soi. La formation professionnelle est consubstantielle à ce nouveau contrat de travail qu'est l'emploi d'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il est à destination des jeunes qui n'ont peu ou pas de formation professionnelle. Et donc, j'espère qu'il y aura une majorité beaucoup plus large que la seule addition de l'actuelle majorité à l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose, l'ouverture qui est faite en direction des entreprises dans l'agenda social, puisqu'il est question, même si là également le mot n'est pas prononcé, mais il est question de flexibilité. Il est surtout... aujourd'hui, dans ce qui est proposé aux partenaires sociaux, des travaux sur plutôt conforter le travail, conforter l'emploi, des discussions avec les partenaires sociaux, car nous devons être tous mobilisés vis-à-vis effectivement de cette priorité qu'est l'emploi. Ceci étant, tout doit être discuté, car je crois qu'on en a assez des décisions qui sont prises par les uns et les autres. Le délai est court, hein. Il faut discuter très vite, sinon ce sera la loi avant la fin de l'année. Oui, mais puis-je vous dire néanmoins que ces travaux, cette ambiance de travail qui a changé, elle est là depuis juin et début juillet avec la grande conférence sociale. On n'invente pas aujourd'hui ou avec le discours du président de la République hier soir, une nouvelle méthode. Elle est expertisée depuis plusieurs semaines. Effectivement, on demande une accélération compte tenu des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais j'ai confiance et je peux vous dire que l'ambiance est plus au dialogue qu'elle ne l'était il y a quelques semaines. Alors vous avez cité votre collègue Cécile Duflot en charge du logement. Vous êtes un spécialiste du logement. Vous avez traité de très près ces dossiers lorsque vous étiez sénateur. François Hollande a dit qu'il ne voulait plus de couac au gouvernement. Est-ce que la publication par Cécile Duflot d'une liste erronée de terrains disponibles, des terrains de l'État pour les collectivités locales, est un couac? Pas du tout. Elle a indiqué que, et d'ailleurs la loi le dit bien, que c'est parmi une liste, un premier recensement fait par un certain nombre de ministères propriétaires de terrains qu'il pourrait y avoir effectivement une décote pouvant aller jusqu'à 100%. Mais si vous regardez bien le texte de loi, ce que je pense que les parlementaires vont faire d'une façon très précise, il est indiqué que cette décote pourrait se faire aussi à partir d'observations et de recensements faits sur le terrain par des communes, par des intercommunalités, par des organismes de logement social, bref, une action aussi remontante. D'accord. Est-ce que la une de Libération vous a choqué ce matin sur Bernard Arnault, Castois-Richecon? Écoutez, elle se voulait sans doute incitative pour vendre en kiosque. C'est réussi, si je puis dire. D'ailleurs, on va lui donner une importance. Écoutez, je ne suis pas dans la communication outrancière, donc voilà, je m'en serais sans doute abstenu. Si j'avais été rédacteur en chef, mais je ne suis pas journaliste. Chacun son travail. Vous avez le droit d'avoir un avis quand même, comme lecteur. J'en ai un. Alors, la succession de Martine Aubry. Quel est votre choix entre Jean-Christophe Cambadélis et Harlem Désir? Ce sera un choix de militant. Ah ben alors le qui? Le nom? Ce ne sera pas un choix de ministre. Le nom. Donc je choisirai à mon âme et conscience comme militant. J'espère simplement comme militant qu'il y aura une discussion ouverte, organisée, pour que finalement nous puissions les uns... C'est ce que pense Jack Lang qui dit c'est le retour du népotisme avec cette désignation directement par Martine Aubry. Oui, on connaît le sens de la formule de Jack, et d'autant plus qu'il a la parole libérée, désormais libérée de toute contrainte et de toute responsabilité. Votre choix, vous ne voulez pas le dire, Harlem Désir, Jean-Christophe Cambadélis? Ce sera un choix de militant. Bon, alors... Je disais, vous savez, vous l'avez dit vous-même, il faut éviter les couacs. Donc, je comprends aussi certaines perches qui permettent éventuellement d'alimenter le débat. Les ministres sont prononcés. Alors vous êtes donc, je le rappelle, ancien sénateur. La droite semble persuadée qu'elle peut reconquérir le Sénat en 2014 en mettant à profit la sanction éventuelle des électeurs lors des élections intermédiaires, les élections municipales. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'il est tout à fait légitime pour une formation politique d'avoir des espoirs. Voilà. Ceci étant, entre l'espoir et la concrétisation, il y a beaucoup de preuves à faire à l'égard de celles et ceux qui vont voter. Thierry Repentin. Et il y aura un bilan du gouvernement en 2014. Je pense qu'il nous servira pour conserver le Sénat. Vous le pensez, hein? Alors Thierry Repentin, deux invités vont nous rejoindre, alors qu'on va parler du manque d'allégresse, notamment parmi la jeunesse de ce pays, et d'un certain déni de nos élus, de droite comme de gauche d'ailleurs. Mais François Hollande, hier soir, a redit que sa priorité était la jeunesse. Nous l'écoutons avant de recevoir ces deux invités. Être français, c'est à la fois recevoir effectivement des encouragements, parfois de l'argent, et donner à son pays. C'est ça le patriotisme.
C'est donner le meilleur de soi-même. Et chacun doit prendre sa part. Voilà, la jeunesse, donc avec François Hollande hier soir, et nos invités sont là. Sophie Pédère, bonsoir. Vous êtes la chef du bureau de The Economist à Paris, le déni français, publiez-vous. C'est la suite, en quelque sorte, de ce dossier retentissant de votre hebdomadaire. Durant la campagne présidentielle, on se souvient de la France dans le déni, avec les candidats qui déjeunaient sur l'herbe à la manière de Manet, n'est-ce pas? C'est exactement voilà. Et puis à vos côtés, Félix Mercard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des signataires de cette tribune publiée dans Libération la semaine dernière. Jeunes de France, votre salut est ailleurs. Vous allez pouvoir vous expliquer là-dessus. Alors, tous les deux, vous êtes très critiques vis-à-vis des rigidités françaises et de ces élites. Sophie Pédère, est-ce que, selon vous, François Hollande, hier soir, est sorti du déni français avec ses annonces? Je pense que justement on assiste à un retour sur Terre, mais c'est un retour sur Terre un peu brutal, justement parce que pendant la campagne, c'était une campagne qui évitait le vrai sujet. Et le vrai sujet, c'était tout à fait prévisible, c'était une rentrée qui s'annonçait complètement, qui s'annonçait difficile, dure sur le plan économique et dure sur le plan... Vous ne lui reprochez pas ce retour sur Terre, même s'il est brutal, puisque vous plaidez pour... On plaidait pour, justement pour attaquer tous ces problèmes. Mais ce n'était pas le cœur de la campagne. Et justement, ce que j'essaie de faire dans le livre, c'était d'expliquer comment... C'est une réquisitoire en quelque sorte, mais c'est également un plaidoyer pour la réforme, parce que je pense que la France a plein d'atouts et il y a d'autres pays en Europe qui ont fait des réformes qui sont semblables à ce que la France va devoir faire, mais en retenant et en réformant le modèle social, ils ont toujours gardé l'esprit de solidarité. Les Français ont parfois, j'ai l'impression, très peur de toucher au modèle social, comme si dès qu'on le touche, on le détruit. C'est pas du tout mon objectif dans le livre, ni je pense, j'imagine, l'objectif du président de la République. Mais d'autres pays l'ont fait, la France peut le faire aussi. Justement. Regardez ailleurs, en Allemagne, en Suède, au Canada même. En Allemagne, justement, beaucoup de commentateurs depuis hier notent que François Hollande a beaucoup parlé de son agenda social. Je parle devant Thierry Repentin, ministre du gouvernement. Et certains font le lien avec Gerhard Schröder et son agenda 2000. Il avait adopté des réformes draconiennes, notamment du marché du travail. Est-ce que vous iriez jusqu'à faire le parallèle? Je pense que certainement le mot agenda était là et ça doit être exprès. C'est pas le hasard. Pour Schröder, ça lui a pris plusieurs années avant de mettre en place ces réformes. Et quand il les a fait, il était très impopulaire. Donc il était très courageux. Il les a fait, mais il n'a pas récolté lui-même les fruits de ces réformes. Et la question pour le président Hollande, c'est est-ce qu'il aura le courage de faire des mesures même si elles sont impopulaires. Il a dit qu'il travaillait pour ses successeurs. Il a dit. On va voir si les actes suivent les paroles. Vous dites que les Français sont les derniers enfants gâtés de l'Europe, pas les jeunes. Pas les jeunes, non, absolument pas. Et je dis pas. Là, je parle des allocations. Je parle évidemment du niveau de la dépense publique à 56% du PIB, c'est le plus élevé en Europe. Même la Suède, un pays très semblable à la France en termes de protection sociale, l'esprit solidaire n'a pas le même niveau de dépenses. Pour les jeunes, c'est vrai, mais ça, pour moi, l'explication se trouve dans le niveau de protection, dans le marché protégé, c'est-à-dire les CDI, qui excluent. C'est une machine à exclure la jeunesse. En France, c'est la même que dans bien les pays européens. Ou les gens issus de l'immigration. Et donc, ce n'est pas un marché qui marche ni pour les jeunes, ni pour les autres catégories non favorisées. Alors, Félix Mercard, pour vous, les jeunes Français, pour qu'ils connaissent, qu'ils retrouvent l'allégresse qu'ils ne connaissent pas en France et qu'ils se réinventent, vous utilisez le mot, eh bien, ils doivent se barrer. Écoutez, on part d'un constat, alors bien sûr il y a le titre un peu provocateur, mais on fait un constat qui est, sauf votre respect monsieur le ministre, nous vivons dans un pays qui traite très mal ses jeunes, et ce depuis un certain temps. Nous n'avons pas co-signé cette tribune, mes co-signataires et moi, uniquement en tant que... c'est pas un message de soutien uniquement à la jeunesse, c'est pas de la philanthropie dirigée uniquement vers les jeunes. Il s'agit simplement de faire un constat qui est que
si on n'aide pas les jeunes, si on ne traite pas les jeunes de manière différente dans ce pays, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Ce n'est pas pour défendre les jeunes. Les emplois d'avenir, par exemple, c'est une solution pour vous? Écoutez, c'est 150 000 contrats. Pardon, mais encore une fois, sauf votre respect, je trouve que c'est pas cosmétique, mais il y a une partie qui est cosmétique. Moi, je trouve que ce qui me choque beaucoup en France, ce qui me choque beaucoup en France, c'est de voir que la première aspiration des jeunes Français est de devenir fonctionnaire. Qu'on veuille, quand on est jeune, devenir prof ou flic, ou je ne sais quelle profession où l'on rentre dans le service public, je ne vois rien que de noble à cela. En revanche, qu'on vise à un âge jeune, à un statut social, je trouve ça profondément choquant. Et ça, vous rejoignez Sophie Pédère, c'est la conséquence de ce modèle français, ce modèle social, ou c'est la conséquence d'une incapacité au changement. Bon, donc le changement déjà, c'est prendre un billet d'avion et aller voir ailleurs. C'est d'abord aller voir ailleurs, mais derrière ce constat, c'est pour mieux revenir. Et d'ailleurs, je vous invite à aller, les téléspectateurs, je vous invite à aller sur le site. Ah oui, mais non, mais j'allais vous dire dans quelle ville, moi, dans quel pays. barré-vo.us, où vous verrez qu'il y a un appel à projet, il y a une pétition à signer, une pétition qui n'existerait pas s'il s'agissait uniquement de partir. D'accord. Quelles sont les villes attractives pour les jeunes? Istanbul, Sao Paulo, Bombay, Jakarta. Voilà des villes où la croissance est phénoménale et où on peut apprendre énormément de choses. Et Thierry Repentin brûle de vous répondre à tous les deux. Je pense que les Français sont plus lucides qu'on le dit parfois. Lors de la campagne, j'ai fait beaucoup de reportages sur le terrain. J'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient très clairement qu'ils savaient qu'il y avait un problème en France. Ils savaient que la crise était grave. Ils savaient que le gouvernement, n'importe qui était le gagnant de l'élection présidentielle, allait devoir faire des choix difficiles. Et là, je pense que c'est une vraie occasion pour la France, parce que là, le moment est grave. Le président enfin l'a dit, et c'est un moment où il y a peut-être la possibilité de mettre en place des réformes. Mais il faut comprendre, je pense, en France, que les autres pays l'ont fait par le passé et ont fait avec succès. Et ça a été dur, ça a pris plusieurs années pour avoir des réponses, un retour. Vous êtes là pour mettre un peu de pommade sur nos souffrances, les 2 ans qui arrivent, alors, Sophie Pédère. Il y a 2 ans, qu'on a vu Gerhard Schröder en Allemagne, il a perdu son élection après. Les Français, vous le reprochez, vous nous le reprochez, on n'aime pas les riches. Mais il paraît que certains riches n'aiment pas tellement la France aujourd'hui. Je pense qu'il y a un problème de stigmatiser les riches et les patrons. Et la France a besoin de ces entrepreneurs justement pour créer la richesse avant de pouvoir la redistribuer. Alors, pendant que vous entendez, réquisitoire, mais de fortes attentes aussi. J'entends et je suis ravi que votre titre soit la jeunesse une priorité, car je vous rappellerai que ça a été la priorité d'une campagne électorale récente qui a été tranchée dans l'allégresse par une partie de la population jeune de France qui s'est largement mobilisée derrière le candidat François Hollande. Et votre ouvrage qui arrive à l'instant, je suppose, a été écrit il y a quelques mois. Et donc nous allons apporter des réponses à cette attente de la jeunesse. Mais moi je voudrais parler des actes. Des attentes au niveau de la réforme du modèle français, surtout. Des actes. Ça tombe très très bien. Les 2 premiers textes qui arrivent au Parlement, c'est une priorité logement et une priorité emploi. C'est les 2 piliers de l'émancipation humaine. C'est à partir de là que l'on peut se construire un avenir, la constitution d'une famille. Ça passe par l'accès au job et un toit sur la tête. Et, je souhaite le dire, contrat de génération qui va arriver. C'est une dimension de solidarité intergénérationnelle. On dit que c'est pas financé. Les seniors passent le flambeau à des juniors qui ont du mal à rentrer dans l'entreprise. Je pourrais aussi vous parler des 6 000 logements étudiants qui vont être créés grâce à du gouvernement. Non, c'est aussi pour vous dire que je comprends l'attente, mais François Hollande l'a dit, je demande à être jugé dans 5 ans sur la situation que je laisse à la jeunesse. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette édition. Donc Sophie Pédère, le déni français chez Jean-Claude Lattès à 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. Et demain, je vous retrouve dès 18h à la rentrée de Preuve par 3 avec comme invité Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir.